Chers amis, bonjour et bienvenue dans le petit atelier. Alors cette première vidéo débute une série de 10 tutoriels qui sont consacrés à la peinture à l'huile. Dans cette première session, nous allons faire simple, nous allons détailler ensemble le matériel de base nécessaire au peintre pour la pratique de son art. Alors, il va y avoir beaucoup de noms, de matériel, de supports, de pinceaux, etc. Mais ne vous en faites pas, dans les commentaires, tout est détaillé. Donc, on va parler de ça calmement. Donc, la première chose qui concerne tout dessinateur ou tout peintre, c'est le support sur quoi il va dessiner ou peindre. Donc, pour le peintre, on peut dessiner soit sur un papier ou, si on veut être plus classique, sur de la toile. Alors, quel papier, quelle toile? Alors, concernant le papier, il existe des papiers qui sont particulièrement épais et qui sont tout à fait adaptés à la peinture à l'huile. Il ne faut pas prendre un papier pour du dessin ou pour de l'encre, parce que le papier destiné à la peinture à l'huile ne doit pas boire l'huile. L'huile doit rester un maximum en surface du papier. Si l'huile entre dans le papier, quel est le problème? Le papier va se déchirer. Alors, il y a des papiers particulièrement épais qui sont traités de façon à ce qu'ils soient quasiment imperméables et on les trouve au mètre ou dans des blocs, ce qui est très facile parce qu'en bloc on peut les prendre, les déchirer. Si c'est au mètre, si on a des envies de format un peu particulier, si on veut dessiner sur des très longues languettes en hauteur ou en grandeur, si on veut dessiner sur du rond, etc., si on veut dessiner sur des dimensions un peu hors normes, il vaut mieux acheter du papier au mètre. En plus, c'est un peu moins cher quand on voit que dans un bloc, c'est toujours un peu plus cher. Mais le bloc est très pratique aussi. Donc, le papier peut être cartonné ou alors il peut être cartonné ou il peut être éventuellement aussi entoilé. Alors, il y a des papiers entoilés, donc il y a certaines fabriques, certains producteurs de papier qui font un papier qui imite un peu la trame de la toile, ce qui est très pratique parce que c'est très agréable. La peinture se dépose très bien sur le papier. Alors la toile, on va la venir tout de suite. La toile, il y a plusieurs solutions. Soit vous achetez des châssis, donc on vend dans le commerce de la toile qui est déjà enchâssée sur des châssis en bois, ce qui est très pratique d'un certain côté et qui peut l'être moins de l'autre parce que une fois que vous avez dessiné votre toile et si votre toile ne vous plaît pas plus que ça, vous êtes avec un châssis, vous ne savez que faire. Donc, moi, ce que je conseille plutôt, c'est d'acheter de la toile au mètre. D'abord parce que le choix est beaucoup plus grand, parce que le prix est beaucoup plus abordable et parce que vous pouvez vraiment choisir la toile qui vous intéresse. De la toile au mètre, ça se présente comme ceci. Alors, il peut y avoir des plus grandes hauteurs pour des gens qui veulent peindre sur des très grands formats. Mais ici, c'est un format normal d'1,50 m qu'on peut dérouler à l'infini sur 7, 8, 9, 10 mètres. Vous allez chez le marchand et je voudrais 2 ou 3 mètres de cette toile-ci. C'est beaucoup moins cher, le choix est beaucoup plus important et c'est enduit, donc il ne faut pas l'enduire, la toile est déjà prête à être travaillée par le peintre. Ce qui est intéressant quand on travaille sur une toile, c'est de voir quel genre de tissage on va prendre. Alors c'est ça, la qualité évidemment, une grande qualité de toile va vous permettre de la garder plus longtemps, elle ne va pas se déchirer et elle ne va pas, elle va pas se froisser ni plier, elle va rester tendue. Donc si vous voulez après la mettre sur châssis, ce qu'on va expliquer après, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une toile de grande qualité. Pour ce qui est de la texture, si vous avez une toile avec un grain très gros, c'est-à-dire tissé grossièrement, c'est très beau aussi, mais on ne peut pas faire des travaux tout en finesse. Il faudra faire un travail assez épais avec une peinture, avec une grosse pâte de peinture, beaucoup d'épaisseur dans la peinture. Si vous voulez faire un travail plus délicat, avec des détails, etc., il vaut mieux avoir évidemment un tissage de la toile beaucoup plus fin.
de toute façon, commencez d'abord par un tissage standard. Hein, donc n'allez pas dans les prix. Prenez des toiles assez moyennes, médium, bon marché. Et en fonction de ce que vous faites, vous verrez par la suite, tiens, je préfère travailler sur des choses qui sont plus grossier, moins grossier, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour le travail. Une fois que vous avez peint quelque chose et qu'il vous plaît, et que vous dites, tiens, j'aimerais bien le mettre sur un châssis, parce que du coup, sur un châssis, une toile, elle est plus présentable, hein, que ce soit pour offrir, que ce soit pour vendre, ou que ce soit pour une exposition. Une toile sur un châssis, c'est toujours plus facile, ça ne nécessite pas de suffire à elle-même, elle peut s'accrocher facilement. Donc, pour faire une toile sur châssis, si vous avez déjà acheté la toile en châssis, c'est très bien, le travail est fait. Si par contre vous avez un format un peu particulier, vous devez aller voir quelqu'un spécialisé dans l'enchâssement des toiles. C'est beaucoup moins onéreux qu'on le fait. Une toile, enchâsser une toile, c'est pas très cher. Un bon menuisier peut vous le faire facilement. Il faut qu'il connaisse la peinture. Il ne faut pas demander à un menuisier qui n'en a jamais fait. Parce que ici, par exemple, je prends une toile que j'avais fait quand j'ai commencé la peinture, c'est-à-dire quand j'étais enfant. Et moi, j'avais demandé à un menuisier de me le faire. Et il avait fait ça très très bien. Et la toile, vous voyez, après 40 ans, oui, 40 ans d'existence, elle tient toujours et elle est toujours tendue. C'est pour ça que je l'ai pris. Qu'est-ce qu'il a fait le menuisier pour que la toile soit de bonne qualité et ne soit pas, il reste tendue, parce qu'une toile, si elle n'est pas tendue, elle va commencer à gondoler, à faire des effets. Eh bien, il a mis derrière, il a enchâssé la toile avec des clous, et derrière, il a mis ce qu'on appelle des tenseurs. Ce qui fait que la toile, si elle commence un peu à gondoler, on peut resserrer les tenseurs, ce qu'il faut faire à peu près tous les ans. Donc les tenseurs qui sont ici. Et la toile est impeccable, encore 40 et quelques années en plus. Voilà. Voilà pour le support. Maintenant, avec quoi peindre? Eh bien, on peint avec de la couleur et des pinceaux. On va commencer par les pinceaux, si vous voulez bien. Alors les pinceaux qui sont tombés tout à l'heure parce qu'ils étaient derrière moi, voilà les pinceaux. Il y a évidemment une infinité de pinceaux. Vous allez chez le marchand d'art, enfin chez le marchand de produits pour peindre, vous allez voir des pinceaux, vous dites mais quel pinceau prendre? Alors, il y a en général 3 types de pinceaux. Les pinceaux synthétiques, les pinceaux en poil de porc et les pinceaux en martre. Parmi tous ces pinceaux, il y a des pinceaux ronds, en fuseau ou bien droits. Il y a des pinceaux plus fins, moyens, gros, très très gros. Donc voilà la subdivision des pinceaux. Alors là, le besoin d'un pinceau fin, c'est si vous voulez faire des traits fins. Le pinceau rond, c'est si vous voulez faire presque une sorte de coloriage, c'est-à-dire peindre à l'intérieur pour donner un volume à votre objet. Et le pinceau en fuseau, qui est très utilisé par les peintres. Donc voici un pinceau en fuseau, ici je vais montrer. Le pinceau en fuseau qui est très très utilisé, je vais peut-être le mettre ici, par les peintres, va permettre de faire démodeler. Donc démodeler, c'est-à-dire qu'on peut peindre sur la pointe pour avoir un trait très fin et sur la tranche pour avoir un trait plus large. Voilà. Alors, on va passer à la catégorie des pinceaux, les pinceaux synthétiques. Il y a évidemment toute une série de pinceaux synthétiques. Il y a des pinceaux synthétiques de qualité très basse, je vais dire comme ça, et puis aussi des pinceaux synthétiques d'excellente qualité. Alors, le pinceau synthétique, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas la même, la même souplesse, ou alors c'est une souplesse un peu artificielle que n'aura pas un pinceau en poil naturel. Et cela étant, il y a des pinceaux synthétiques qui sont de tellement grande qualité qu'on ne voit pas la différence avec un pinceau en poil naturel. Le problème du pinceau synthétique, c'est que, quoi qu'on dise, il ne tient pas longtemps.
Alors, un pinceau synthétique va vous donner l'impression qu'il est aussi bon qu'un pinceau en poil naturel, mais au bout de quelques toiles, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il a commencé à perdre de sa souplesse, de sa teneur. Et voilà, ça c'est le problème de ce qui est synthétique. Ça s'use beaucoup plus vite que ce qui est naturel. Parmi les autres pinceaux qui sont en poil naturel, alors on subdivise les pinceaux les plus communs qui sont les pinceaux en poil de porc. C'est un pinceau qui est très utilisé. C'est un pinceau qui est très agréable parce que c'est un poil très solide et donc il a une belle adhérence à la toile parce qu'il est un poil naturel et en même temps il est un peu dur, donc on peut bien le travailler. Il ne va pas être trop souple, il va garder, si vous voulez donner une certaine assistance à un trait, un pinceau en poil de porc sera agréable. Il ne permet pas, cela étant, il ne permet pas la finesse d'un autre pinceau qui est pour moi le meilleur des pinceaux de poil naturel, qui est le pinceau en poil de martre. Alors, le martre, c'est un animal, un mammifère qui vit dans nos forêts et qui est très recherché pour la souplesse de son poil, qui est utilisé principalement pour le poil des pinceaux. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, le pinceau que je vous avais montré, il est en poil de martre. Et il y en a un autre ici qui est un peu plus petit. Ce que je peux faire remarquer, c'est que c'est un pinceau que j'ai depuis à peu près 30 ans et il n'y a pas bougé et je l'utilise toujours. C'est un poisson à poil de martre, c'est magnifique, c'est très agréable à tenir, à peindre, c'est vraiment exceptionnel. C'est un peu plus cher, ça je reconnais que c'est un peu plus cher. Ça peut aller jusqu'à 60, 70, quelquefois 100. Un gros pinceau en poil de martre peut revenir très très cher. Alors voici un pinceau en poil de porc. Donc en général on les reconnaît parce que le poil est très très clair. N'est-ce pas? Ici c'est un vieux pinceau, mais il est encore très 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 efficace pour remplir l'intérieur, pour faire une sorte de coloriage en quelque sorte. Et puis voici un pinceau synthétique de qualité de base. Je n'ai pas pris un pinceau synthétique très très cher, mais vous voyez qu'il a servi à peu près, je crois qu'il a servi pour trois travaux et je ne peux déjà plus m'en servir. Voilà. Maintenant, il y a des pinceaux synthétiques de meilleure qualité. Voilà pour les pinceaux. Il y a aussi un autre instrument avec lequel on se sert, dont on se sert, pardon, ce sont les couteaux. Alors, les couteaux, c'est un instrument excessivement pratique parce qu'il permet de prendre la peinture sur la palette et après, on peut l'étendre facilement sur la toile et lui donner les formes qu'on veut. Si on veut donner des formes plus grandes, si on veut bien, par exemple pour un fond de toile, par exemple, un couteau est très pratique parce que avec le reste de la toile, on prend sur la toile la couleur et puis on l'étale sur son support. Il y a des couteaux plus petits qui permettent aussi de créer des reliefs à l'intérieur de la toile, un peu à la façon des tableaux, de certains tableaux de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh utilisait beaucoup le couteau des impressionnistes et des post-impressionnistes, et il y a des peintres qui n'ont pas qu'au couteau. Voilà, ça c'est pour les pinceaux et le matériel pour mettre la peinture sur la toile. Maintenant, on va parler des couleurs. Alors, les couleurs aussi, là, vous allez entrer dans un magasin de fournitures pour peindre, vous allez avoir des rayons entiers de couleurs, de peintres, pour peindre des couleurs à l'huile, des couleurs de grande qualité, des couleurs de moins bonne qualité. Vous allez avoir des sets avec toutes les couleurs qui sont disposées. Vous allez avoir des coffrets aussi avec toute une série de couleurs. Je ne conseille pas d'acheter, dans un premier temps en tout cas, d'acheter des sets de couleurs. Pourquoi?
parce que vous allez utiliser une couleur beaucoup plus qu'une autre, et une autre ne vous plaira pas, vous ne l'utiliserez pas, et vous allez retrouver avec des couleurs que vous n'aurez pas utilisées. Il est beaucoup mieux d'acheter les couleurs de base. Les couleurs primaires, je vais vous expliquer quelles sont-elles, dans des tubes de qualité, au départ, pas nécessairement des pigments très très chers, mais des tubes de bonne qualité, parce que pour commencer la peinture, il vaut mieux de la peinture de bonne qualité, parce que si vous prenez une peinture de mauvaise qualité, parce que je sais qu'il y a des sets qu'on vend pour 5-6 euros et vous avez toute une série de peintures à l'huile, la texture est tellement désagréable que le danger, c'est que vous allez vous décourager de la peinture, ce qui serait dommage, c'est un art merveilleux. Alors, je ne suis pas habilité à faire de la publicité, donc je ne vais pas parler de marque. Mais j'ai pris des tubes un peu de toutes marques, et je vais vous montrer les tubes nécessaires, combien de tubes nécessaires il faut pour commencer avec une belle palette. Alors, un jaune, parce que c'est une couleur primaire, un jaune de cadmium moyen. Avec ceci, vous pouvez obtenir déjà tous les jaunes. Un rouge vermillon, parce que, je veux dire, même si ce n'est pas une couleur de base, même si ce n'est pas une couleur primaire, entre guillemets, le rouge vermillon est souvent utilisé pour des détails dans la peinture, pour donner du relief à quelque chose, et vous n'avez pas toujours le temps de créer un rouge clair avec un rouge foncé. Mais le rouge de base, c'est un rouge foncé. Alors, pour les couleurs vraiment de base, moi je prends des plus grands tuyaux parce que j'en utilise beaucoup. Donc, c'est pour ne pas courir toutes les semaines chez le marchand d'art. Il y a des très gros tubes, c'est beaucoup plus économique. Mais n'en prenez pas si vous n'avez pas l'intention de faire beaucoup de travaux. Parce qu'un tube, à la longue, il sèche. Et si vous l'utilisez de façon assez modérée, ce ne sera pas de grande utilité d'avoir un grand tube. Ensuite, un bleu outremer, qui est un bon bleu primaire, avec lequel vous pouvez faire beaucoup de bleu. Et puis après, un vert, qui n'est pas une couleur primaire, mais qui sera comme le rouge vermillon, qui sera très utile d'avoir dans sa palette. Ensuite, un terre de sienne brûlé, c'est très intéressant pour avoir, justement pour créer des ombres, pour avoir, si vous avez, comment dire, une partie, si vous voulez peindre une partie qui est dans l'obscurité, la terre brûlée va justement vous permettre de créer des ombres sur des bleus, des rouges, des jaunes. Voilà, terre brûlée. Et puis, comme tout peintre qui respecte déteste le noir, mais c'est pas vrai, il y a des peintres extraordinaires qui travaillent beaucoup avec le noir et qui font des œuvres et des travaux magnifiques, mais en général, les peintres et les professeurs de peinture vont vous déconseiller le noir. Pourquoi? Parce que le noir est très fort sur une toile, il fait comme une sorte de comment dire, il étouffe la toile, il la barre, en fait, il la noircit, alors qu'il ne crée pas d'ombre. Le noir, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec beaucoup de connaissances. Moi, je pense par exemple à des peintres comme Soulages qui travaillent le noir presque comme la couleur, mais ils ne travaillent qu'avec du noir, qu'avec du noir. Donc, pour un peintre débutant, le noir est très dangereux et moi-même, je l'utilise jamais, je dois dire. Le mieux, si on veut avoir des effets qui tirent sur la noirceur, c'est de prendre un gris de peine. Alors c'est une couleur qui est une sorte de noir bleuté et qui donne des effets d'ombre très 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 beaux et dont on n'abuse pas parce que c'est déjà très particulier. Voilà, ça c'est pour les couleurs. Alors voilà comment vont se présenter les couleurs sur une palette. Voilà comment vont se présenter les couleurs sur une palette. Ça, c'est une palette. Après, je parle des palettes, mais voici les couleurs comment elles vont se présenter sur les palettes. On commence par le jaune. Si on a du jaune plus clair, on peut commencer par le jaune plus clair, mais moi, je conseille un jaune moyen pour commencer. Puis après, on met le rouge vermillon. Ensuite, le rouge Garance, donc qui est un rouge très foncé et qui est très très bon comme rouge primaire. Un bleu outremer,
qui est une très bonne base de bleu avec lequel on peut faire énormément de bleu. Un vert émeraude, qui est un vert de base. Ensuite, la terre de sienne. Puis, le gris de peine, qui correspond au noir. Et puis, on va utiliser du blanc. J'en ai mis peu parce que je ne vais pas utiliser, c'est une palette de démonstration. Mais il y a deux blancs et il faut faire attention parce que ces deux blancs-là ont deux fonctions très différentes. Il y a un blanc de titane. Le blanc de titane est très couvrant. C'est-à-dire si vous voulez vraiment remettre du blanc parce que vous voulez corriger un trait, vous prenez du blanc de titane. Le blanc de titane va couvrir tout ce qui est en dessous. Par contre, si vous voulez mettre un blanc pour donner plus de clarté à une couleur que vous trouvez trop sombre et que vous voulez éclairer, si vous voulez mettre du blanc sur la toile, il faut prendre du blanc de zinc qui, lui, va faire une sorte de glacis sur votre peinture sans effacer la couleur qui est en dessous. Ça, c'est le principe même, justement, du travail de l'artiste peintre. Alors, avec ça, j'ai dit un mot donc, sur le couvrir ou bien créer un glacis. Un glacis, ce que c'est justement mettre plus de clair pour éclaircir une teinte, ou mettre plus de sombre pour l'assombrir, ou mettre plus de bleu, etc. Pour créer tout ça, ces glacis, ces couvrants, on utilise des médiums. Alors, il y a des peintres impressionnistes comme Van Gogh qui n'utilisaient pas de médium et qui travaillaient directement, pas toujours, mais la plupart du temps, surtout quand ils allaient en plein air, qui travaillaient directement avec la couleur du pinceau, la couleur du tube. Alors, il faut savoir que la couleur du tube, la couleur qui est dans le tube, est déjà travaillée avec de l'huile. À l'intérieur, il y a de l'huile. Mais c'est une huile, la plupart du temps, dans les tubes de très bonne qualité, c'est une huile d'œillette. C'est-à-dire c'est une huile qui ne sèche pas. En effet, pourquoi elle ne sèche pas? Parce que si on met une huile qui sèche dans un tube, au bout d'un mois, vous pouvez jeter le tube, il sera tout sec et il sera inutilisable. Donc, les industriels, dans les tubes, mettent une huile d'œillette qui ne sèche pas. Cette huile d'œillette qui ne sèche pas, si vous travaillez directement avec l'huile du tube et que vous allez travailler sur votre toile, vous allez avoir vite un problème, c'est que si vous rajoutez, si vous voulez mettre un détail, imaginons que vous avez mis par exemple du rouge et maintenant vous voulez dans le rouge mettre des points blancs, par exemple, c'est un dessin, une peinture comme une autre, vous voulez mettre des points blancs pour une raison ou pour une autre. Si vous travaillez avec l'huile du tube directement, vos points blancs ils vont être noyés par le rouge. Vous ne pourrez jamais avoir de points blancs sur le rouge. Pourquoi? Parce que l'huile rouge n'aura pas séché et donc elle va se mêler. Et donc, c'est la plupart du temps ce que beaucoup de gens disent quand ils commencent à la peinture. J'ai commencé à la peinture, mais c'était affreux, ça devenait une sorte de bouillabaisse, il n'y avait plus aucune couleur qui se mettait. Oui, tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils utilisent sans le savoir, ils utilisent l'huile du tube. Alors il y a plusieurs manières évidemment pour ne pas utiliser l'huile du tube. L'huile du tube néanmoins peut être très bonne parce qu'elle donne beaucoup de brillant. Mais on peut utiliser aussi d'autres huiles qui sont plus cicatives. Alors cicative, ça veut dire qui sèche. Le médium cicatif est très important. Alors c'est pour ça qu'on utilise des médiums. Alors moi je prends mes vieilles bouteilles parce que je ne fais pas de publicité. Ça c'est un médium normal, moyen, donc standard. Donc l'huile là permet à la peinture de rester grasse et en même temps elle sèche. C'est un bon produit que vous voyez j'ai utilisé pas mal et j'utilise encore beaucoup. C'est un produit standard, c'est une sorte de mise au point automatique comme pour les appareils photographiques. Par contre, si vous voulez redonner, si vous voulez travailler très rapidement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps que votre tableau sèche, parce qu'il faut savoir que les peintres avant, à la Renaissance, etc., une toile, il a travaillé pendant 4-5 ans, même quelquefois plus. Hein. Donc si vous voulez travailler comme on fait maintenant, c'est-à-dire très rapidement, dehors, prendre des impressions de lumière, etc., il vous faut un médium qui va sécher très vite votre peinture pour que si vous rajoutiez un détail par-dessus, il ne soit pas avalé par la couche qui est en dessous. Si vous utilisez un très bon cicatif, donc je mettrai tout ça dans les commentaires en dessous, si vous utilisez un très bon cicatif, vous pouvez facilement rajouter des détails sans qu'ils soient bu par la couche qui est en dessous.
Voilà. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est une huile de térébenthine et une huile de lin. En fait, ça vous permet de créer votre médium vous-même. Pourquoi? Parce que avec une térébenthine ou un terpène d'orange, c'est exactement la même fonction, un terpène d'orange et une huile de lin, attention, purifiée, n'achetez pas l'huile de lin qu'on utilise dans les drogueries normales, hein, c'est une huile de lin pour peindre. Si vous faites votre mélange vous-même, huile de lin, térébenthine, vous obtenez un médium tel que vous voulez l'avoir. Alors il y aura un tutoriel uniquement pour les médiums parce que c'est déjà en soi tout un processus. Eh bien, nous allons faire avec cela une petite application de ce que je viens de dire. Ça va être notre premier tableau que je vais peindre sur un morceau de papier entoilé. Je vais mettre mes lunettes parce que j'aime bien voir ce que je fais et on va faire ensemble une petite application, si vous voulez bien. Alors, la première chose, une chose dont je me sers aussi qui sera très importante pour les peintres, c'est quand vous faites votre ébauche sur la toile ou sur le papier, d'utiliser un fusain. Parce que le fusain a l'avantage de partir très facilement avec une main et il peut se mêler à la peinture à l'huile sans affecter la peinture à l'huile. Tandis que si vous utilisez un crayon, vous allez mettre de la peinture à l'huile, on verra toujours le crayon en dessous. Ici, la peinture à l'huile va vraiment racler le charbon du fusain, donc il ne sera pas, il sera devenu invisible. Alors, pour notre première toile qu'on va faire ensemble, vous allez voir, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose d'agréable à faire et qui va être intéressant pour vous aussi de découvrir, de faire par vous-même. On va faire un petit tableau en 3 dimensions. On va mettre un cube dans l'espace et à partir de ça, on va créer des modelés, des ombres, des teintes plus claires et on va travailler avec 2 couleurs, le blanc et la terre de sienne. Alors je vais dessiner mon cube. Donc comme toujours, je fais un horizon. Je dessine mon cube. Voilà. Je dessine mon cube. Voilà. Je lui fais une petite ombre. Donc ici, imaginons que l'on va être ici. Je lui fais une petite ombre. Voilà. 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 Alors ici, une fois que j'ai mon dessin comme je le veux, je vais enlever le surplus. Comme ça, c'est ça, déjà ça en moins. Et donc, j'ai l'ébauche que je veux avoir. Je vais prendre une palette. Alors, comme palette, j'ai une palette, moi je découpe dans des vieux plexiglas, parce que je dis une belle palette, évidemment, on peut avoir des belles palettes pour parader, pour faire artiste et tout ça, mais bon, c'est beaucoup d'argent pour rien. Si vous travaillez chez vous, vous découpez dans un morceau de plexiglas un carré. Vous pouvez faire un petit truc, un petit trou ici pour pouvoir mettre votre main et vous avez une palette tout à fait convenable. Moi, je prends une palette en plastique parce que je vais faire un travail simple. Mais si on veut commencer à travailler avec des médiums, il vaut mieux une palette moins rigide qui va boire un peu de l'huile du tube. Parce que si vous mélangez l'huile d'œillette avec l'huile d'œillette qui est déjà dans les tubes avec un autre médium, l'huile d'œillette va prendre le dessus. D'accord? Donc moi je prends ma palette en plastique et dessus je vais mettre un blanc, je vais mettre un blanc 5 parce que je n'ai pas à couvrir énormément. Je prends un blanc de zinc. Voilà. Et je vais prendre un peu de terre de sienne brûlée. Vous allez voir qu'il n'en faut pas beaucoup. C'est pas la peine de prendre trop, ça ne sert à rien. Ça suffira largement pour faire mon petit dessin. Je vais mettre dans mon petit pot, je vais mettre un peu
un peu de cicatif. Comme ça, comme on fait un travail rapide, il faut quelque chose qui va. Voilà, j'en ai mis très peu puisque c'est un travail vraiment. Et je vais prendre un pinceau en fuseau et un pinceau rond. Voilà. Et un pinceau. Donc j'ai mon pinceau et j'ai ici mon médium. J'ai préparé. Alors. Donc une chose que je n'oublie pas, c'est de mettre un gobelet assez haut qui va tenir mes pinceaux quand je n'en aurai pas besoin pour ne pas encombrer la main. Alors, je profite que je suis devant un chevalet pour dire un mot sur le chevalet qui est un des matériels de l'artiste peintre. Il est fortement recommandé de toujours dessiner sur un support vertical pour plusieurs raisons. D'abord, la principale, c'est que ça vous permet d'avoir une certaine distance par rapport à ce que vous avez peint, de vous reculer pour voir si l'ensemble correspond à ce que vous vouliez. Et deuxièmement, parce que un support qui est horizontal faussera la perspective. Il est évident qu'une main qui est dans cette représentation-là n'est pas la même qu'une main verticale. Et la vérité, c'est ce qui se voit de façon verticale, c'est-à-dire face à vous. Pour les chevalets, il n'est pas nécessaire au départ d'acheter un chevalet. Une planche sur une chaise fera très bien l'affaire. Ou si vous dessinez à l'intérieur, de mettre carrément votre papier ou votre toile sur le mur. Comme ça, je veux dire, c'est très confortable. Toutefois, si vous achetez un chevalet, veillez à ce que ce soit un chevalet assez solide et pas trop léger. Il y a des chevalets très convenables, déjà à des prix très abordables. Mais trop léger, si pour peu que vous mettiez une pression trop forte ou que votre châssis soit trop lourd, le peu de pression que vous allez faire, il va tomber et ça vous encombrera finalement plus que ça ne vous aidera. Donc on va s'y mettre, on va faire une application, toute première application que je vous invite à faire vous aussi. Ce sera votre première peinture à l'huile. On va faire quelque chose de très simple. On va faire un cube avec ses ombres et ses nuances. Alors, donc j'ai un papier entoilé pour faire mon esquisse. Je n'utilise pas un crayon parce que le crayon, d'abord, il est très difficile à enlever, il faut une gomme. Et ensuite, la peinture que vous allez mettre dessus, on verra toujours la trace du crayon. Le mieux, c'est d'utiliser ce que tout peintre utilise à l'huile, en tout cas pour faire les esquisses. Quand il fait des esquisses, parce que des peintres, quelquefois, dessinent directement l'esquisse avec la peinture à l'huile, mais ici, on va faire avec un fusain, c'est-à-dire c'est un charbon très doux. Et si je dessine avec un fusain, il est très facile d'enlever l'excès de charbon. Et ensuite, l'huile va pouvoir très bien enlever tout le reste et il n'y aura pas de traces de fusain en dessous. Je vais commencer à faire le dessin. Voilà, j'ai dessiné un cube avec son ombre, l'horizon. Maintenant que j'ai fait le dessin, je vais enlever l'excès de charbon. Il ne se mêlera pas comme ça à la peinture. Et je vais travailler. Commençons par les contours.
faire le ciel, je vais utiliser le couteau avec ce qui me reste de peinture. Ça donnera beaucoup de brillant au ciel. Ça permet de corriger bien les arêtes. Et voilà notre première peinture à l'huile qu'on va signer avec fierté, qu'on va nommer le petit atelier. Et on met la note. Alors, pour terminer, il faudra penser au nettoyage des pinceaux. Pour ça, il y a un truc très simple et très facile, ce que je fais toujours. Je mets du white spirit dans un pot que je peux refermer et ouvrir. Comme ça, je conserve déjà pendant plusieurs jours parce que ça peut servir pendant au moins 5 ou 6 sessions de travaux. Ça dépend évidemment du nombre de couleurs que vous avez sur le pinceau, mais ici, pour ce genre de petit dessin, ça pourra même servir pour 20 travaux. Et je trempe mes pinceaux dans le white spirit de façon à diluer toute la peinture et toute l'huile. Quand c'est bien dilué, il me suffit de laver au savon avec beaucoup de délicatesse, comme si je lavais des cheveux que je n'ai pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer nos travaux sur la peinture à l'huile. Au revoir.